Bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. Pour ce discours de type, j'ai choisi la ringuette. La ringuette, c'est un sport que j'ai moi-même pratiqué pendant de nombreuses années. Je viens du Québec, donc du Canada, et la ringuette, c'est un sport profondément canadien, pas très connu à travers le monde entier, bien que très populaire au Canada et dans certains pays nordiques, je dirais. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous en parler un peu plus parce que je trouve qu'il n'est pas assez connu comparativement à son homologue, le hockey, mais c'est un sport qui gagne à être connu. Alors, c'est ce sur quoi je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la ringuette. Quand on pense au sport canadien, il y a une discipline, évidemment, qui vient immédiatement à l'esprit, le hockey sur glace. Mais il existe un troisième sport majeur né au Canada, qui est un sport qui se joue sur la même glace, mais avec une philosophie complètement différente. Euh, c'est un sport qui peut se commencer aussi jeune que le hockey. Moi, j'ai commencé, par exemple, à 7 ans et on peut jouer aussi longtemps qu'on le souhaite, comme le hockey. Euh, Si vous vous promenez dans une patinoire canadienne un samedi matin, vous allez entendre le bruit familier des lames de patin qui fendent la glace. Mais si vous regardez de plus près, vous allez remarquer qu'il va manquer quelque chose, le disque, la rondelle, comme on l'appelle des fois. Et si vous observez les bâtons, vous verrez qu'il va aussi manquer la palette courbe en bas du bâton. À la place, vous allez voir un anneau de caoutchouc bleu que je vais vous montrer à l'instant ici à l'écran. Et donc l'anneau de caoutchouc bleu et un bâton droit. Donc aucune palette courbe. Il y a même un petit embout en plastique ou en métal parfois qu'on ajoute. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Et bien sûr, il y a un peu plus d'équipement, mais c'est à peu près les grosses différences pour le hockey. Pour un œil non averti, la ringuette, ça ressemble au cousin germain du hockey. Mais vous demanderez à n'importe quelle joueuse, puis on va vous corriger assez rapidement. Sur le plan stratégique, la ringuette a beaucoup plus en commun, par exemple, avec le basketball ou la crosse qu'avec le hockey. C'est assez intéressant. Donc, je vais vous parler maintenant de l'histoire de la création de ce sport. Je vais vous expliquer quelques chiffres aussi et ses règles bien uniques. Je vais vous montrer pourquoi finalement la ringuette, c'est un sport plus rapide, plus collectif et à bien des égards plus exigeant que le hockey. Alors, plongeons dès maintenant. On va commencer avec les origines. Alors, on voit ici juste en passant là, de quoi ça a l'air des joueurs, des joueuses de ringuette et un petit zoom, un gros plan sur l'anneau et les bâtons. Donc, les origines. En fait, nous sommes maintenant en 1963 à North Bay, en Ontario. Un directeur des loisirs et des parcs qui s'appelle Sam Jacks remarque qu'il y a quand même un grand vide dans les patinoires locales. Au début des années 1960, le hockey sur glace est presque exclusivement réservé aux garçons. Donc, les filles aimeraient jouer, c'est ce qu'ils voient, mais elles ne peuvent pas. Il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que Sam Jacks a inventé la ringuette pour une fille à lui, hein, sa fille. Mais en fait, Sam n'avait pas il y avait des enfants, mais seulement trois garçons, Barry, Bruce et Brian. Donc, la famille des B. Il n'a pas créé le sport pour sa propre famille, il a créé le sport pour les jeunes filles de sa communauté. Euh, il voulait que les filles aussi puissent s'adonner à un sport compétitif rapide. Ensuite, ça a commencé dans quelques patinoires ontariennes et ça s'est répandu comme une traînée de poudre à travers le Canada dans les années 70. Je vous nomme quelques grandes fondations de certaines associations. Par exemple, en 1974, Ringuette Canada est fondée pour régir le sport à l'échelle nationale. C'est une organisation responsable de la gouvernance, du développement et de la promotion du sport à travers tout le pays.
En 1979, une équipe canadienne va se rendre en Finlande et pour introduire le sport en Europe. En 1986, la Fédération internationale de ringuette est créée. Et un peu plus tard, en 2002, Ringuette Canada est fondée, a fondé la Ligue nationale de ringuette pour doter la ringuette d'un circuit élite de niveau senior. Donc, la Ligue fonctionne aujourd'hui comme un comité supervisé par Ringuette Canada. On a principalement au sein de la LNR, euh, on recrute et on sélectionne les meilleures joueuses du pays pour former Équipe Canada qui va aller compétitionner lors des championnats du monde. À l'échelle mondiale, la ringuette, elle est régie par la Fédération internationale de ringuette et son développement international et reste quand même toutefois confronté au défi de la représentation géographique. Donc, il y a quelques pays seulement qui vont avoir vraiment un développement complet du sport, le Canada, la Finlande, la Suède, les États-Unis dans quelques États, la République tchèque et la Slovaquie. Donc, à part ça, ça n'a pas un grand déploiement international. C'est aussi une discipline clé aux Jeux d'hiver du Canada. Il y a un championnat du monde de ringuette et il y a un championnat canadien aussi de ringuette qui réunit chaque année des équipes provinciales dans certaines catégories. C'est traditionnellement et majoritairement un sport féminin pour les raisons que j'ai énoncées plus tôt, hein. Les filles ne pouvaient pas participer au hockey. Mais de plus en plus, le sport voit une ouverture progressive vers une plus grande participation masculine, notamment parce que s'ils veulent participer un jour aux Jeux olympiques, ils doivent être ouverts à avoir les deux genres masculin et féminin au sein du sport. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas pendant mes recherches. J'ai appris que c'est une des raisons majeures pour laquelle la ringuette ne fait pas partie des sports olympiques encore. Pas encore, mais bientôt, j'espère. Maintenant, parlons un peu des règles. Les règles, je vais comparer avec le hockey. Pour ceux qui connaissent un peu plus le hockey, ça va vous aider peut-être à comprendre. Je vais essayer de garder ça simple et je vous ai mis un petit dessin ici pour vous aider à suivre. Donc, la grande question, c'est quoi les règles principales de la ringuette, puis en quoi ça la rend plus rapide et plus collective que le hockey, comme j'ai dit plus tôt. Premièrement, le territoire de la gardienne de but, ici, c'est sacré. On n'y touche pas. Comparativement au hockey, hein. Au hockey, les joueurs s'entassent souvent devant le filet, bousculent le gardien. Moi, ça me met dans tous mes états quand je regarde le hockey. Je suis toujours un peu fatiguée de voir ça. À la ringuette, personne, même pas le bout d'un bâton, a le droit d'entrer dans le demi-cercle qui est délimité par une ligne rouge de la gardienne. Si l'anneau y entre, c'est seulement la gardienne qui peut le toucher et elle a 5 secondes pour le relancer à son équipe. Alors, on a l'endroit ici dont je parle. Ensuite, la règle de la ligne bleue. Donc, l'interdiction du jeu individuel, si on veut. Au hockey, il y a une vedette, par exemple, du hockey peut prendre le disque dans sa zone défensive, par exemple ici, et partir à toute vitesse, traverser la patinoire seul et aller marquer un but, complètement seul. À la ringuette, c'est physiquement interdit. Une joueuse ne peut pas transporter l'anneau par-dessus la ligne bleue. Elle doit automatiquement faire une passe à une coéquipière qui se trouve de l'autre côté pour pouvoir continuer. Et c'est la même chose pour la ligne bleue, la deuxième ligne bleue que vous voyez ici. Alors, cette règle va imposer un jeu 100% collectif. C'est ce que j'aime particulièrement, moi, de la ringuette. Maintenant, la ligne de jeu libre est la zone d'attaque. Cette ligne de jeu libre, c'est celle-ci ici, la petite ligne rouge ici. Au hockey, les attaquants doivent attendre que le disque franchisse
la ligne bleue avant d'entrer en zone offensive, qui est ici, par exemple, si mon équipe est ici. Et ils doivent attendre, donc le disque passe avec le joueur, mais à la ringuette, on peut juste passer la ligne bleue, passer l'anneau à sa joueuse et on continue tout de suite. Passer cette petite ligne rouge ici, seulement trois joueuses de chaque équipe peuvent y entrer. Donc, ça veut dire qu'on est en 3 contre 3 pendant tout ce temps dans la zone offensive. Ça élimine un peu les arrêts de jeu aussi à la ligne bleue. On peut juste continuer avec beaucoup de vitesse. Euh, Maintenant, des passes libres au lieu des mises au jeu. Au hockey, chaque arrêt de jeu donne lieu à une sorte de bataille physique pour la mise en jeu, hein. Il y a deux personnes face à face et ils se battent pour la rondelle. Ce qu'on fait à la ringuette, c'est que l'équipe qui a perdu ou qui vient d'avoir un but marqué dans leur filet va commencer avec l'anneau ici au point de placement et va la passer à une de ses joueuses dans l'autre zone. Donc, on n'a pas de bataille physique, c'est juste de la tactique. Il y a une grosse différence entre le hockey et la ringuette, c'est qu'il n'y a pas de mise en échec corporelle. C'est complètement interdit de faire ça. Euh, les mises en échec c'est ça, sont interdites. Pour défendre, la défenseuse doit exécuter des coups de bâton. Donc, on va vraiment essayer d'aller enlever l'anneau en donnant un coup sous le bâton de l'adversaire. Et c'est tout. Comme ça, elle perd l'anneau. Donc, il faut être vraiment précis. Maintenant, quelques chiffres. Euh, j'ai oublié, pardon, une autre différence, c'est l'horodateur de tir. Donc, on appelle ça le shot lock en anglais. C'est un horodateur qui va être à la vue de toutes les joueuses de chaque côté des buts, des filets, de 30 secondes. C'est un compte à rebours. Dès que la joueuse a passé la ligne bleue à sa coéquipière, elle a 30 secondes pour essayer de lancer l'anneau au filet. Une fois que l'anneau a atteint la joueuse, comme la gardienne de but ou le filet, le compteur se remet à 30 secondes. Alors, ça aide à ne pas seulement rester dans la zone offensive, faire des cercles autour du filet, perdre du temps. Ce qu'on voit beaucoup au hockey, malheureusement. Des fois, on reste dans sa zone aussi plus longtemps. La ringuette, c'est toujours en mouvement. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est le rodateur de tir. Maintenant, quelques chiffres pour conclure. J'ai encore le temps. Euh, j'ai parlé du 30 secondes de l'horodateur. Ça permet d'éviter l'anti-jeu. Et il y a aussi le même nombre de joueurs sur la glace, 6. C'est une gardienne, deux défenseuses, une centre, deux avants. La ringuette, c'est plus de 50 000 participants. Euh, Au Canada seulement, c'est des 50 000. Quand je dis 50 000, c'est des joueuses, des entraîneurs et des arbitres. Et on a aussi une ligue d'élite, comme je l'ai dit, la Ligue nationale de ringuette. Alors, pour conclure, pourquoi la ringuette est unique? Eh bien, c'est, il savait, Sam Jacks, qui créait quelque chose d'unique pour les filles de sa communauté, parce qu'il a changé les règles. Il n'a pas juste dit, ah, moi, je vais créer du hockey féminin. Euh, En enlevant le disque, en mettant un anneau, en imposant des passes à chaque ligne bleue, il a conçu un jeu où, disons, l'égoïsme individuel, si on veut, est impossible. Donc, on doit faire des passes, on doit jouer en équipe, on doit créer des tactiques. C'est un sport pensé pour la vitesse, la prise de décision instantanée et l'intelligence collective. Euh, c'est vraiment un sport que moi j'adore et j'espère que si vous êtes curieux et curieuse, vous allez venir me poser des questions sur la ringuette après mon discours. Merci beaucoup de votre écoute.